Un nouveau jour se lève et le village se réveille. Jacob s'assit sur sa paillasse. Le coq n'avait pas encore chanté, tout était calme. Il regarda fébrilement autour de lui, mais la cabane était exactement dans le même état qu'hier soir, lorsqu'il avait fermé les yeux en espérant de tout son cœur pouvoir les rouvrir quelques heures plus tard. Le ronflement sourd du maître imprimait comme une légère vibration à l'air glacé du matin, répercutant ses ondes évanescentes dans les reliquats de fumée qui s'élevaient du foyer. Les carriers, les maçons et leurs apprentis étaient emmitouflés dans leurs chaudes couvertures, un sourire béat parant leur visage endormi. Une nouvelle aube se levait, et plus que jamais, ce jour naissant était un don de Dieu. Sans un bruit, Jacob sortit de la cabane sur la pointe des pieds. Les circonstances importaient peu, il le savait. Dès son réveil, le maître l'enverrait à nouveau courir en tous sens, remplir ci, nettoyer ça, alors autant prendre un peu d'avance. Peut-être ainsi pourrait-il manger son pain sans devoir l'engloutir tout rond. Les carriers avaient construit leur cabane à bonne distance de la falaise, au milieu de la grande clairière que les feux et les fours étendaient un peu plus à chaque saison. Au-delà commençait la forêt, la grande étendue boisée qui emplissait l'espace dégagé par le col entre les montagnes. En ce début d'hiver, elle ressemblait d'ailleurs plus à un écheveau de troncs noirs et tordus, coiffés de leurs branches nues et crochues comme des doigts de sorcière. La grande falaise de grès rouge surplombait cette étendue décharnée, comme un gigantesque monument naturel jaillissant d'un buisson d'épines. Foulant les feuilles mortes qui jonchaient le sol, Jacob passa prendre 2 seaux sous l'auvent et se dirigea vers la rivière. Le cours d'eau longeait la clairière, en contrebas du chemin poussiéreux qui traversait le col. En l'entendant arriver, un héron qui pataugeait sur la rive s'envola à tire-d'aile, ainsi qu'une flopée de corbeaux qui déchirèrent le silence matinal de leurs cris rauques. Jacob s'agenouilla sur la berge et plongea le premier seau dans l'eau glacée. Une fois plein, il se releva pour saisir le second seau. Il s'apprêtait à répéter l'opération lorsqu'il remarqua que l'eau qui ruisselait sur les rochers avait une légère teinte rougeâtre. Il leva machinalement la tête et se figea soudain. Un homme gisait sur la rive, à quelques dizaines de mètres de Jacob. Hésitant, l'enfant s'approcha à pas mesurés, mais un coup d'œil lui suffit. Ce n'était plus un homme, c'était un cadavre. Ou plutôt même un amas de chair. La pâleur cadavérique de son visage tranchait violemment avec l'éclat encore vif du sang répandu autour de lui et coulant en petits ruisseaux vers le courant. Le contenu de son abdomen déchiqueté maculait les feuilles mortes. En s'approchant encore, Jacob s'aperçut qu'un peu de sang s'était accumulé en une flaque à l'aspect étrange. Une dépression centrale en forme de croissant de lune, couronnée de 4 éléments à l'extrémité effilée. L'empreinte d'un loup gigantesque. La nuit avait bel et bien réclamé sa victime. Aussitôt que le cri de Jacob retentit dans la carrière, elle se transforma en une véritable ruche, bourdonnant des discussions inquiètes de la douzaine d'hommes qui la peuplaient. Ce qu'il restait du corps de Ludwig, l'apprenti maçon, fut pieusement ramené près de la cabane, avant que le maître carrier ne propose de réunir tout le monde. Chacun acquiesça, la mine grave. Le maître, les compagnons et leurs apprentis s'entassèrent dans la grande salle de la loge, grelottant malgré la belle fournaise qui animait l'âtre.
Le maître Carrier prit la parole, répétant ce que chacun savait déjà, comme pour s'assurer que rien de tout cela n'était un cauchemar. Depuis une semaine, la carrière subissait les assauts d'un prédateur hors du commun. Hans le forgeron avait été sa première victime. Levé aux aurores pour aller rallumer son foyer, il avait été retrouvé terriblement mutilé, baignant dans son sang. Une de ses mains arrachées tenait encore le briquet. Personne n'avait rien entendu, ni rien vu. Comme dans un rêve, une violence aveugle s'était déchaînée à quelques pas des compagnons endormis, sans qu'aucun bruit ne trouble leur sommeil. Nikolaos avait payé son tribut 2 jours plus tard. Sorti en pleine nuit pour se soulager, il n'était jamais revenu se coucher. La voix du maître Carrier se brisa alors qu'il reprenait les faits. C'est lui qui, en se réveillant, avait constaté le meurtre sauvage. Sortant de la cabane, il avait buté sans le vouloir dans la tête décapitée de Nikolaos, placée devant la porte par la bête comme un trophée. Retrouvant sa contenance, le maître Carrier prononça à haute voix le mot qui courait sur toutes les lèvres. Werwolf. Un loup-garou. Certains se signèrent et tous restèrent silencieux. Le mot même semblait trop terrible. Comment imaginer qu'un homme puisse ainsi quitter sa propre enveloppe charnelle pour se changer en une bête terrible, assoiffée du sang de ses semblables ? Jacob lui-même ne savait pas trop quoi penser. Il était né dans la grande ville où les loups ne s'aventuraient que très rarement. Il n'en avait jamais vu de ses propres yeux, mais n'en avait pas besoin pour comprendre qu'aucun animal n'avait assez de sauvagerie et de cruauté pour décapiter un homme et exposer sadiquement sa tête encore sanglante. Non, la bête responsable du carnage en voulait aux occupants de la carrière. Il en était convaincu. Autour de lui, la discussion entre les artisans avait pris la même tournure, mais avec une conclusion bien plus lourde de conséquences. Karl, l'un des maçons, fit perfidement remarquer que la bête n'avait commencé à frapper qu'avec l'arrivée des baigneurs. Le maître Carrier lui intima de se taire, mais c'était déjà trop tard. L'idée avait saisi les hommes. Soudain, Jacob et son maître, assis dans un coin de la salle, ne voyaient plus que des regards hostiles braqués sur eux. « C'est vrai !» s'exclama un Carrier. « La coïncidence était évidente !» Les magistrats de la ville leur avaient ordonné de reprendre le travail juste après Noël, ce qui contrevenait aux règles les plus ancestrales. Bien légitimement, les artisans avaient fermement refusé de retourner dans la carrière glaciale sans dédommagement digne de ce nom. Après plusieurs jours de fortes tensions, les officiels avaient finalement proposé une solution. La ville fournirait aux artisans les services d'un baigneur et de son apprenti jusqu'à la fête des rois, afin de les réconforter de ce dur travail. Idiots qu'ils avaient été, vociféra le Carrier. Les artisans avaient accepté de faire rentrer le loup dans la bergerie. La ville avait sciemment envoyé une bête féroce à visage d'homme pour les tourmenter. Les esprits s'échauffaient, l'hostilité des regards tournait rapidement à la malveillance. Heureusement, le maître Carrier réussit à reprendre l'assemblée en main. Il fit justement remarquer que le maître baigneur était connu pour son sommeil de plomb. Personne ne l'avait jamais vu se lever la nuit, pas même pour aller se soulager au clair de lune, comme le font pourtant souvent les hommes de son âge. Comment ce ronfleur bruyant et corpulent aurait-il pu quitter discrètement la cabane où 6 hommes dormaient, se transformer, commettre son forfait puis se laver du sang de sa victime et revenir sur sa paillasse sans qu'aucun de ses colocataires ne s'en rende compte ? Malgré l'évidence de l'argument, Karl ne voulait pas lâcher l'affaire. Avec un éclair de folie dans le regard, il nota que Jacob était le premier à avoir vu le corps. Pourquoi n'aurait-il pas également été le dernier ? Cette fois, un éclat véhément lui répondit. À l'unisson, plusieurs compagnons rétorquèrent que l'enfant ne pouvait pas être un garou, et que même s'il l'était, un louveteau n'aurait jamais pu infliger d'aussi profondes blessures. L'un d'eux mima même les coups de patte d'un bébé monstre, ce qui eut pour effet immédiat de dérider un peu l'assemblée. Saisissant l'occasion, le maître Carrier claironna qu'il ne fallait pas se laisser abattre et tira de son coffre la bouteille d'Hippocrate que la ville lui avait offert lors des négociations. Ce qu'il restait de fraîcheur dans les esprits se dissipa aussitôt, et les murmures inquiets furent remplacés par le tintement des gobelets en terre cuite, se pressant autour du précieux liquide. Alléché par l'odeur d'épices qui s'échappait du flacon, Jacob tendit également son verre, mais se fit violemment rabrouer par son maître. Pas pour toi, gamin. Non mais tu t'es cru où là? À Byzance?
T'en auras quand tu seras devenu au moins compagnon. » Comme pour le narguer, le gros homme qui 2 minutes plus tôt était accusé de se transformer en loup, s'emplit un plein verre et le vida d'une traite avec un claquement de langue sonore. Le soleil était déjà haut dans le ciel d'un bleu glacial et il fut décidé de remettre la discussion à plus tard afin de s'atteler au travail du jour. Le tintement des ciseaux et des marteaux se mit à résonner dans la carrière, tandis que Jacob et son maître récuraient les baquets, assemblaient les bouquets d'herbes aromatiques, coupaient le savon et mettaient l'eau à chauffer pour que tout soit prêt lorsque le crépuscule sonnerait la fin de la journée de travail. Le balai des activités habituelles ne parvenait toutefois pas à éteindre la peur sourde qui assombrissait les consciences. Les artisans n'étaient pas concentrés à leur tâche, et Karl dut même se faire recoudre par le maître baigneur après s'être martelé la main dans un moment d'absence. À la faveur de la lueur déclinante de cet après-midi d'hiver, Jacob sentit la peur générale se renforcer graduellement, à mesure que la lumière se faisait de plus en plus rasante. Alors que les derniers feux du soleil disparaissaient derrière les montagnes, ouvrant l'heure que les chiens disputent aux loups, les artisans s'amassèrent sans joie sous l'auvent où les baquets pleins d'eau fumante étaient installés et prêts à l'emploi. Ce moment d'habitude si convivial semblait plombé, chargé d'une émotion contenue. L'air était lourd, les hommes tendus. Lorsque l'eau grisâtre fut vidée et le repas englouti, le maître carrier annonça qu'il avait trouvé une idée. La mine grave, les sourcils froncés, il décréta que lui-même fermerait à clé chacune des 3 cabanes où dormaient les hommes. D'un coup, la peur sourde éclata en panique et la carrière s'emplit des protestations terrifiées des artisans. Plusieurs compagnons hurlèrent que le maître voulait les enfermer à l'abattoir. Si la bête dormait avec eux, ils ne verraient jamais un nouveau jour se lever. D'autres insinuèrent à demi-mot que personne n'émettait l'hypothèse que le maître carrier pouvait lui-même être le garou, mais sans trouver d'écho parmi leurs compagnons. L'autorité finit par triompher et chacun gagna sa cabane en se battant pour mettre sa paillasse près de celui qu'il suspectait le moins. En rentrant dans la leur, Jacob et son maître découvrirent avec stupeur que tous leurs colocataires avaient fui. La grande pièce en rondin ne contenait plus que leurs 2 misérables paillasses. Le maître carrier leur adressa un regard énigmatique. Jacob ne sut s'il y voyait de la compassion ou du soupçon. Avec un haussement d'épaule, l'homme ferma le battant. Un bruit sourd résonna dans les murs de la cabane. Le maître venait de barrer la porte avec un lourd madrier. Jacob et son maître étaient prisonniers. Étrangement, le gros homme ne semblait pas plus inquiet qu'un autre jour. Sans un mot pour son apprenti, il s'installa pesamment sur son matelas, tira la couverture sur son torse velu et tourna le dos à l'enfant. Après quelques instants à écouter le fracas distant des autres portes qui se barricadaient, Jacob fit de même. Allongé dans l'obscurité, grelottant de froid, il murmura 3 prières dont aucun des mots ne parvint à le rassurer. Son maître ronflait déjà. La couverture avait glissé sur son épaule et l'enfant remarqua soudain à quel point le vieil homme était poilu. Une dense touffe de poils gris coiffait son énorme bras et sa poitrine en se soulevant pesamment faisait onduler la fourrure torse et hirsute qui y prenait racine. Un éclair de terreur passa dans son esprit. Il ignorait si son maître pouvait être un tel monstre, mais il savait une chose. Si c'était le cas, alors Jacob était piégé avec lui pour une nuit entière. Les gifles de ses énormes mains étaient déjà assez douloureuses. Il n'osait imaginer ce qui pouvait lui arriver si des griffes venaient s'ajouter au bout des gros doigts boudinés. Les minutes s'étiraient sans fin. Hyper attentif, le souffle court, l'oreille tendue, Jacob tressaillait à la moindre variation dans la respiration de son maître. Dans le même temps, il tentait de saisir le moindre bruit aux alentours, hors de la cabane. La ruse du maître carrier allait-elle marcher? L'enfermement de tous allait-il briser le moral de la bête ou au contraire l'enrager? Incapable de trouver le sommeil, paralysé par la peur, l'enfant tentait de démêler le vrai du faux. Les 3 victimes avaient été tuées soit à l'aube, soit dans les dernières heures de la nuit. Le sang coulait encore frais du cadavre de Ludwig. Il avait dû mourir au petit matin. Hans le forgeron était mort aux premières lueurs,
et Nicolaos peu avant l'aube, d'après ses compagnons qui l'avaient vaguement entendu se lever. Était-ce une coïncidence ou la bête rôdait-elle précisément à cette heure matinale? Parmi les occupants de la clairière, seul le forgeron se levait avant les autres. Or, sa mort le disculpait logiquement. Le maître baigneur était un lève-tard, ça ne pouvait donc pas être lui, se dit Jacob tout en sursautant en entendant un ronflement particulièrement sonore. Et puis, les compagnons dormaient ensemble en 3 cabanes. 6 dans la leur, enfin en temps normal, 4 dans la deuxième et 4 dans celle du maître carrier. Exceptionnellement, celui-ci dormait dans la loge cette nuit, mais habituellement, il ne faisait pas bande à part. Comment imaginer donc que l'un des hommes puisse se lever discrètement pour aller commettre son méfait sans qu'aucun autre ne l'ait jamais ni entendu ni aperçu? Attendait-il que l'un des dormeurs se lève pour sortir lui-même de son lit et le suivre dans les bois? Mais comment pouvait-il savoir qui allait se lever et quand? Plus il réfléchissait à la question, moins il y trouvait de sens. Et pourtant, il devait bien y en avoir un, non? Comment expliquer sinon qu'un animal sauvage se déchaîne sur un groupe de solides gaillards? Il y avait d'autres proies bien plus faciles à attraper dans la forêt. Alors que la noirceur nocturne commençait à se dissiper, Jacob s'assoupit enfin. Mais le repos fut de courte durée. Il entendit soudain le madrier racler la porte et le battant s'ouvrir dans un grincement. L'un des apprentis se tenait sur le seuil et leur fit signe de se lever. Jacob réveilla difficilement son maître et ils sortirent ensemble dans la fraîcheur pénétrante de l'épaisse brume qui était tombée sur la forêt. Sans un mot, l'apprenti pointa son doigt vers l'un des piliers de l'auvent, autour duquel la petite foule des compagnons s'était assemblée. Le corps sans vie du maître carrier y était appuyé, comme s'il s'était assis dans ces derniers instants pour ne pas mourir allongé. Les traces de sang et les feuilles mortes éparpillées semblaient indiquer qu'il avait réussi à se traîner là avant de s'y adosser à bout de force. Une tache sombre souillait son pourpoint au niveau de l'abdomen et un couteau ensanglanté reposait sur sa paume ouverte. À quelques pas de là, un autre cadavre était étendu sur le tapis de feuilles, face contre terre. Jacob reconnut les épaules massives et la touffe de cheveux blonds du compagnon maçon qui les avait accusés la veille, Karl. Un couteau maculé de sang était profondément planté dans son cou. Les 2 hommes s'étaient entretués. Dans un geste d'une rare douceur, le maître baigneur posa sa grosse main sur l'épaule de Jacob. Le geste se voulait rassurant, mais ferme. « Allons-nous-en, Jacob » dit-il de sa grosse voix. En silence, l'homme et son apprenti sanglèrent les baquets et leur matériel sur les mules. Jacob entendit les compagnons discuter vivement à voix basse. Apparemment, Karl avait quitté sa cabane au petit matin, en soulevant l'un des bardeaux du toit pour se glisser entre les poutres. Ses compagnons avaient entendu les échos d'un échange furieux entre les 2 hommes, puis le bruit du combat et leurs cris d'agonie. La petite foule se divisait déjà sur le sens à donner à ce macabre spectacle. Pour certains, le maître carrier avait vu clair dans le jeu de Karl et l'attendait de pied ferme. Il avait décidé de le poignarder pour sauver la vie de ses compagnons, quitte à y laisser sa peau. Fébrile, presque enragé, un homme proposa même d'écorcher le cadavre du maçon. Il assurait qu'on trouverait sa peau toute couverte de fourrure à l'intérieur, et peut-être même une ceinture magique dont il se serait servi pour accomplir ses crimes. D'autres, au contraire, ne voyaient dans les 2 corps que le funeste résultat de cette folie collective. Karl aurait voulu sortir par claustrophobie ou simplement pour aller pisser, et la tension des derniers jours aurait rapidement dégénéré en bagarre, aucun des hommes ne voulant accepter l'alibi de l'autre. Après tout, le maître carrier lui-même était dehors pour affronter Karl. Une fois les mules chargées, le maître baigneur les entraîna vers le chemin, sans un mot pour les occupants de la carrière. Silencieux, le groupe les suivit des yeux alors que l'homme et l'enfant s'éloignaient en les laissant à leur sort. En se retournant, Jacob croisa le regard d'un des apprentis. Le jeune homme lui adressa un léger sourire. Était-ce la distance ou le manque de sommeil? L'enfant crut voir une lueur malsaine danser dans le regard de l'apprenti, avant que sa haute silhouette ne s'évanouisse dans l'épaisse brume de cette fin de décembre.
Merci à tous d'avoir écouté ce deuxième épisode des aventures de Jacob. Si vous n'avez pas écouté le premier, voici un petit résumé de ce que constitue ce nouveau projet. Les aventures de Jacob, en fait, c'est une façon pour moi de traiter le même sujet que celui de l'épisode mensuel, donc en l'occurrence celui sur les loups-garous, mais sur un format fictionnel qui se veut encore plus immersif, qui moi me permet de m'amuser à écrire des choses un peu différentes et qui vous permet de continuer à approfondir ce sujet avec une approche un petit peu alternative. Et cerise sur le gâteau médiéval, chaque épisode contient un petit indice pour deviner le thème de l'épisode mensuel qui va le suivre. Vous avez donc 2 semaines à partir de la date de la sortie de cette fiction pour tenter de découvrir le thème de l'épisode du mois de novembre. Bonne chance et à la prochaine!